Ouais, Jacques Lang, je crois que ça pose bien le problème. Ce ne sont pas des cinéphiles avertis, comme ils le disent eux-mêmes, mais en tout cas, ce sont des passionnés, des vrais dingues de cinéma. Comment on peut les aider, ces gens-là? C'est un très bon choix. Je vous félicite vraiment d'avoir fait cette enquête. Et ça permet de faire comprendre à tous les Français des villes, et des grandes villes en particulier, qu'il y a des fous de cinéma qui, dans beaucoup de départements, notamment des départements de montagne, pas seulement celui-là, aussi en Ardèche, en Auvergne, dans le Gard, etc., font réaimer le cinéma. Et la dame tout à l'heure a employé le mot juste, rencontre, se retrouver autour de l'écran de cinéma. Et ce plaisir de la rencontre d'un public d'un village ou d'une petite ville autour de l'écran de cinéma est un plaisir irremplaçable. Et c'est une des voies que nous avons choisies pour la reconquête de ce que nous appelons le public populaire. Alors à propos de ce que disait Michel Garvalo et de problèmes de subvention, voilà un projet de contrat d'études pour la création de circuits. Je vous remercie beaucoup, mais nous sommes déjà en relation avec l'ensemble des organisations et depuis quelques mois, nous avons décidé de soutenir à fond, avec les régions, ces expériences originales et vivantes. Bien, alors Jean-Jacques, un deuxième thème pour illustrer nos propos, il s'agit de la petite exploitation. Expliquez-nous un peu de quoi il retourne. Oui, si vous voulez, face aux grands groupes et aux multisalles qui se sont multipliés, nous avons choisi d'aller voir de jeunes exploitants indépendants qui sont eux aussi des passionnés et qui font beaucoup pour le cinéma. Voilà, puis on en trouve un peu partout, on en trouve à Paris, on en trouve en province, regardez. Dans les petites villes, dans les banlieues, à Paris, une nouvelle génération de cinéphiles, les enfants de Cécile B2000 et de Godard, essaie de ranimer le flambeau de la petite exploitation. Ils ont entre 20 et 30 ans et comme Claude Souze, qui veut rouvrir le seul cinéma de Pertuis, fermé depuis 2 ans, la même envie de créer des lieux où il existe un contact entre le programmateur et les spectateurs. Ils ont des projets plein la tête, un enthousiasme sans borne et la certitude de surmonter les difficultés. On a un tas de problèmes, mais on persiste. Ça fait 2 ans qu'on attend, on est patient et on croit que ça va bien déboucher un jour, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. On est plein d'espoir. Dans la ville de Bolène, Bernadette a relancé l'exploitation d'une salle fermée depuis 5 ans avec, selon sa propre expression, une foi capable d'arrêter le Mistral. Donc il faut accepter de gagner pas guère plus que le SMIC tous les mois, arriver 1 heure avant les projections pour faire le ménage, passer 12 heures quasiment par jour à bosser dans une cabine de projection où il va faire très chaud l'été, dans des conditions donc pas toujours évidentes. Et puis il faut accepter de se bagarrer un peu contre les grandes salles qui nous entourent, parce que c'est évident que vis-à-vis des distributeurs, on aurait tendance à être considérés comme un peu les parents pauvres, donc à avoir des problèmes de copies qui doivent être laissées tout d'abord dans les villes les plus importantes. Or, comme les gens se déplacent quand même beaucoup maintenant, c'est évident que si nous on sort un film 6 mois ou 8 mois après une salle qui est à 20 km d'ici, de toute façon ça ne présente plus tellement d'intérêt pour les spectateurs. Dans ces lieux, à l'opposé du fonctionnalisme qui s'est instauré dans l'exploitation française avec la création des complexes et de leurs mini-salles, les spectateurs ont une autre sensation, comme si l'esprit y soufflait un peu plus. L'Escurial, situé dans le 13e arrondissement, est l'un de ces endroits qu'un trio de copains essaie de gérer en considérant le film autrement que comme un simple produit culturel. Sur le plan cinéma, oui, il y a des copies qu'on a sorties cette année que personne ne pouvait sortir. C'est un travail vraiment d'artisanat. Retrouver tous les films de Bardot et les représenter aux gens, c'est un travail d'artisan, c'est un travail d'indépendant, c'est pas un travail de circuit possible. Il y a eu d'autres exemples aussi de films qu'on a sortis, des festivals qu'on a organisés. Ces petits indépendants ne sont pas très nombreux en France. Pour Paris et sa banlieue, par exemple, ils n'assurent que 6% de la programmation. Une programmation qui a bien marché dans son ensemble, puisque l'année dernière, les 4500 salles de l'Hexagone ont accueilli près de 188 millions de spectateurs, meilleur chiffre depuis 68. Bien, alors Monsieur le Ministre, est-ce qu'il en est des cinémas comme des collines? Il y en a où souffle l'esprit? Il faut que l'esprit souffle, évidemment, et la passion et la générosité. Et je crois que le public répond quand la passion et la générosité sont présents au rendez-vous. Il y a une sacrée attente en tout cas. Il y a une grande attente, il y a un grand appétit qu'on a trop longtemps sous-estimé. Et le document que vous présentez est très intéressant aussi. Il montre que, au fond, un siècle après l'invention du cinématographe, des millions de Français sont encore privés du droit au cinéma. En dehors des gens qui habitent les grands centres urbains, pas de salle de cinéma et surtout
pas de films qui arrivent. Ça veut dire les communes suburbaines abandonnées, ça veut dire les petites et moyennes communes, ça veut dire les communes de montagne. Et l'effort que nous devons faire avec précisément l'appui d'initiatives aussi fortes et originales est de couvrir l'ensemble du territoire. Il faut que notre pays, si vous prenez aujourd'hui une carte de la cinématographie française, une carte de géographie, vous avez quelques zones denses, et parfois même trop denses, et puis d'immenses zones de désert. Cette jeune femme, par exemple, du groupe Utopia, que je connais bien, est tout à fait exemplaire. La fondatrice de ce groupe est une jeune infirmière d'Aix-en-Provence, passionnée de cinéma, qui avec quelques amis a créé ce petit réseau, et à travers toute la Provence, ont réussi à faire concurrence au grand circuit et à redonner le goût au cinéma à un grand nombre de gens. Mais par rapport justement à la concurrence avec les grands circuits, comment allez-vous faire pour que les grands circuits cessent d'être monopolistiques? Oui, alors c'est un peu technique. Je ne sais pas si on peut embêter les spectateurs avec des choses aussi techniques. Disons que notre système était caractérisé par une trop forte concentration au bénéfice de 3 grandes sociétés. La concentration en cette matière, comme en toute autre, tue la concurrence, tue la vie, et nous avons souhaité limiter les effets les plus pernicieux. Alors nous créons pour cela un institut de financement du cinéma qui aidera les distributeurs indépendants, qui aidera les exploitants indépendants, les producteurs indépendants. Notre pays, s'il veut rester, et plutôt s'il veut devenir ce qu'il peut être, le 2e grand pays pour le cinéma dans le monde, doit avoir un réseau très diversifié, avec une pluralité de producteurs, de distributeurs et d'exploitants. C'est notre ambition. D'accord. Alors il doit y avoir aussi de bonnes écoles de formation, et ça c'est un des autres thèmes de votre réforme. Et Jean-Jacques Dufour a aussi réalisé un film sur ce qui existe actuellement, c'est-à-dire l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. On va voir comment ça marche. Faire un film, diriger des acteurs comme dans ce court-métrage réalisé par un étudiant de l'Institut des hautes études cinématographiques, c'est sûrement un rêve pour beaucoup de jeunes. Le réaliser sera difficile. En effet, si l'on veut apprendre sur le tas, il faut des relations, et même dans ce cas-là, les élus seront rares. L'accès à la profession, par le biais des écoles de cinéma, n'apparaît guère plus facile. Qu'on en juge, les 2 instituts supérieurs, l'IDEC et l'école Louis Lumière, forment à peine plus de 50 diplômés par an. Qui plus est, cette formation n'est pas vraiment adaptée aux exigences actuelles d'une profession en pleine mutation. C'est en tout cas ce qui ressort des rapports faits à propos de la réforme langue et des propos tenus par quelques étudiants rencontrés dans les couloirs de l'IDEC. Faire une seule école, non. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait de multiples, avec des buts un peu différents, et de façon à ce que les gens puissent se déterminer plus ou moins dans un style qui leur est propre. Vous-même, vous voulez faire quoi comme spécialisation? Vous voulez être directeur de la photo? Et voilà, si je peux, j'aimerais bien faire de la prise de vue. Chaîne du début à la fin. En tout cas, 3 ans d'études pour devenir star ou garçon de café, comme le clamait l'affiche du film Femme, n'effraie pas les 26 élèves de l'IDEC. Mais avoir été reçu est déjà un premier exploit, puisqu'ils étaient 350 à passer le concours. L'enseignement dispensé ici, et qui prépare à la réalisation, au montage et à la prise de vue, n'est sûrement pas mauvais. Mais l'idée de créer une grande école mieux adaptée ne rencontre pas beaucoup d'opposants, bien au contraire, comme nous l'explique le directeur de l'école. Je trouve que les 2 écoles qui existent étaient précédemment plutôt des alibis qu'autre chose. On se disait que pour faire bien, il fallait avoir une école de cinéma, mais on n'a vraiment pas appréhendé l'ensemble des besoins. Parce que par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus par exemple d'école de cinéma documentaire, il n'y a plus d'école de réflexion sur le reportage, il n'y a même plus à l'IDEC de section de décoration, de section script. Ça peut à la rigueur se comprendre, c'est quelque chose d'un peu annexe, on ne va pas faire une scolarité de 3 ans pour faire une script, il faut tout de même rien exagérer. Enfin, je pense que une grande école me paraît nécessaire, comme dans la plupart des pays, peut-être même plusieurs écoles d'ailleurs, c'est un point de vue qui m'est personnel, et je pense qu'alors on pourra corriger ce qui se passe actuellement, où on se dit qu'il n'y a que 10% peut-être des gens qui sont dans le cinéma qui sortent des écoles. Ça vient évidemment que l'école actuelle offre tellement peu de place qu'il ne peut pas y en avoir plus, quoi. Une profession artistique qui a en plus le grave défaut de coûter plus cher que la peinture ou la littérature, puisque le coût moyen d'un long métrage est de 4,5 millions de francs. Alors, Monsieur le Ministre, demain, une grande école de cinéma, c'est dans vos projets, donc? Comme vous le voyez, il y a beaucoup à faire, hein. Il était temps que nous arrivions. Oui, c'est un grand projet. Alors nous avons demandé à Jean-Denis Bredin, dont tout à l'heure vous parliez, de mener une action de réflexion. Il va rencontrer les uns et les autres. Il y a beaucoup d'idées, celles que le directeur évoque sont de bonnes idées. Il y a aussi le souci dans l'école de demain d'associer de grands maîtres qui avaient un peu déserté l'IDEC et les grandes écoles de cinéma.
Hier encore, avec Jean-Luc Godard, nous envisageons de quelle manière nous pourrions étroitement associer son centre de recherche à l'IDEC transformé. Bien, alors il y a un dernier thème que je souhaitais vivement qu'on aborde aussi, c'est celui des jeunes cinéastes, et nous en avons un sur le plateau. Il s'agit donc de Saad Salman. Vous êtes réfugié irakien, c'est ça? Oui. Cinéaste, vous avez appris le cinéma où et quand? J'ai appris aux Beaux-Arts à Bagdad. J'ai travaillé à Beyrouth pendant 4 ans. Je travaille beaucoup dans le circuit publicitaire. Voilà, et maintenant vous n'êtes pas garçon de café, vous travaillez en France dans une entreprise de nettoyage. Oui. Et vous avez réussi quand même, sans moyens, et en vous aidant avec... avec des amis, parce qui qu'on ont financé le film. bricolé pour certains briques. Alors on va regarder un extrait de ce film que vous avez donc réussi à faire très difficilement. Okay. Il s'agit un petit peu d'un conte des Mille et une nuits. C'est une conteuse orientale qui raconte une histoire. C'est assez poétique, c'est assez tendre. Et puis en même temps, vous avez mêlé des images de la vie quotidienne, ici, des immigrés. Quand le temps était dans le temps, dans le passé des âges et des moments, il y avait une fois, dans la ville de Bagdad, la ville d'entre les villes, la cité des Lumières, il y avait une fois un homme qui s'appelait Abou Hassan et qui avait fait vœu, en échange de son immense fortune, d'inviter chez lui tous les soirs un étranger, à condition et à l'unique condition que cet étranger ne cherche pas à le revoir le lendemain ni les jours suivants. Qui a tué qui? Pourquoi? Qui est l'étranger? Qui est l'étranger? Qui est l'étranger? L'étranger? L'étranger, qui est l'étranger? L'étranger ou? Ce qui me ferait plaisir, tu vois, ça serait si tu pouvais devenir premier devin du chat à la place du premier devin du chat. Yo, je ne suis pas un artiste, Sahbi, j'attends le soleil. Dis donc, camarade Soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron? Voilà, Saad Salman, en raison des circonstances, un film donc qui attend maintenant d'être distribué, s'il peut l'être un jour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes cinéastes, monsieur le ministre? Il y a beaucoup de choses. D'abord, la chance que nous avons, c'est précisément qu'il y ait des hommes comme vous qui aient ce désir, cette volonté, ce talent de créer des films. Ce qui fait souvent problème, indépendamment de la production des films, c'est la distribution. Au fond, l'exemple est excellent. Vous avez fait un film à la force du poignet, avec 3 sous, mais en même temps en vous saignant. Il était refusé par l'avance aux recettes. Il a été refusé par l'avance aux recettes, ça c'est pas impossible. Chaque année, il n'y en a que 40 qui mais sont acceptés. Même accepté, un film, même financé grâce à cette avance, éprouve des difficultés à être ensuite distribué et présent dans une salle. Alors, nous avons prévu dans la réforme du 1er avril une série d'aides et de moyens et d'incitations qui permettraient d'assurer une meilleure distribution de films de jeunes cinéastes dans les salles de cinéma et, j'ajouterais, à la télévision. Alors là, je voulais vous dire justement... Et de temps en temps, il serait pas mal que la télévision, au lieu d'aller vers les gros producteurs internationaux, acheter à prix très élevé des films que tout le monde a vus, mais pourquoi pas aussi le faire de temps en temps, acheter quelques films de jeunes auteurs de talent. Ce serait une bonne chose et pour la télévision et pour nous-mêmes, les spectateurs. Oui, justement, à propos de la commission d'avance sur recette, en gros, vous pouvez aider 40 films. C'est mince parce qu'en plus, il faut aider les débutants, les semi-débutants et puis les gens confirmés comme Bresson ou René qui eux aussi ont besoin de cet argent. Oui, naturellement, mais n'entrons pas dans trop de techniques, si vous voulez. Je crois que ça n'intéresse pas, disons, le grand public. Nous avons mis au point un système qui, à présent, d'abord, est mieux alimenté financièrement. Près de plus de 60 millions de francs chaque année. Une commission renouvelée, une commission, je crois, d'hommes et de femmes sérieux, compétents. Naturellement, tous les projets ne peuvent pas être acceptés. Et c'est normal, ça fait partie d'une règle du jeu. S'il y a une commission, c'est pour qu'elle choisisse. Et la difficulté, c'est de choisir entre de bons projets et des projets jugés moins bons. C'est le choix humain. Bien, voilà donc... Le temps de ce journal s'achève maintenant. Merci, monsieur le ministre, d'y avoir participé, de nous avoir donné quelques éclaircissements sur cette réforme du cinéma. Demain, donc, une distribution prestigieuse dans ce journal. Philippe Labro, Mastroianni, Scola, Jean-Louis Barrault, en direct de Cannes. Prochain rendez-vous de l'information, c'est la vie, Noël Mamère, 18h30, Christine Ockrent, 20h. Et moi, je vous retrouve dimanche. Au revoir, merci.